Comment tu t'es senti quand les gens ont commencé à dire dans les commentaires « Régis, rends-nous l'argent, tu as volé notre argent, c'était nul ». Quand tu reçois cette vague d'énergie négative, comment tu te sens à ce moment-là quand tu lis les commentaires? En disant « Ouais, mais y a pas, on fait pas ceci, on fait pas cela ». À chaque fois, ceux qui critiquent ne proposent pas. Et ça critique, « Ouais, non, mais pourquoi on n'est pas assez comme ceci ? Oh, mais pourquoi seulement les footballeurs ?» Mais moi, ça m'énerve, ce genre de choses. Ok, d'accord. Tu as critiqué, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour les amis, nouvel épisode Real Talk Real Shit. Je reçois donc Régis Mutombo. Donc Régis, peut-être tout le monde le connaît, mais c'est le créateur de Business Africa. Comme d'habitude, je vais passer 40 minutes, 1 heure avec lui. J'espère que vous allez autant profiter que moi de cette interview que je m'apprête à faire parce que je vais lui poser toutes les questions possibles et impossibles et j'espère qu'on va passer vraiment un bon moment. Bonjour Régis. Bonjour à toi Gigi, comment vas-tu? Ça va, je suis un peu fatiguée, je t'avoue, mais ça va. Et toi? Bah écoute, fatigue un petit peu, oui, mais ça va, on prépare Business Africa 2023. Pas mal d'autres choses en parallèle. Donc, j'ai envie de te dire, ça va, on est en juillet, ça va. En juillet. Normalement, il est censé faire chaud, mais à ce qui paraît, toutes les semaines passées, il a fait chaud. Et là, c'est genre l'orage, quoi. C'est ça. Mais bon, ça arrive quelques jours. C'est l'orage, la pluie, mais comme on dit, vient le beau temps après. Ouais. Voilà. Bon, Régis, parle-nous un peu de toi quand tu es petit. Est-ce que tu as toujours été visionnaire? Pourquoi est-ce que j'utilise le mot visionnaire? Parce que pour moi, Business Africa, c'est un salon de vision et ça ne s'arrêtait pas, même si la première session, on va en parler, était focalisée sur les entrepreneurs. Mais pour moi, c'est plus grand et je pense que notamment avec tes invités du salon numéro 3, de la 3e session, tu vas démontrer que c'est encore plus une vision qui va au-delà de l'afroprenariat, comme on dit. Donc, avant d'arriver là-bas, est-ce que tu as toujours été comme ça? Qui est le Régis de 7 ans? Le Régis de 7 ans, c'est le dernier d'une famille de 5 enfants. Donc, le dernier, l'habitude, il parle pas beaucoup. Lui, on lui demande de se taire. Mais le dernier, il est très observateur. Il est très observateur, il est rêveur. Il n'a pas les responsabilités des aînés. Donc, il est un petit peu plus fou. Il a un peu plus d'audace. Il a un peu plus de folie qu'il doit canaliser forcément. Mais, il observe et 2, il a de l'audace. Donc, je grandis avec ça, avec de l'observation et aussi l'audace et la liberté de faire un petit peu ce que je veux, sans avoir forcément toutes les conséquences et les responsabilités que peut avoir l'aîné habituellement dans les familles. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de cette audace-là que tu vas matérialiser dans ton enfance ou dans ton adolescence? Dans mon enfance, actuellement, je ne peux pas te dire, je n'ai pas un exemple précis. Mais je sais que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec forcément l'observation, parce que tu observes tes grands frères, tes grandes sœurs et autres. Tu observes un petit peu le monde, comment il tourne, la famille. Et forcément, quand tu passes plus de temps à écouter et à observer, tu apprends un petit peu, tu apprends plus vite. Et tu as la facilité aussi de voir qu'est-ce qui pourrait être plutôt que ce qu'il est. D'accord. Donc, tu es de quelle origine? Je suis du Congo-Kinshasa. D'accord. Quel est à l'époque, ou sinon le plus beau souvenir que tu gardes du Congo-Kinshasa ou de l'Afrique plus globalement? Moi, je suis né en France, de base. Je suis né en France, à Lyon, exactement. Je suis rentré au Congo, j'avais 2 ans, mais bon, c'était pour les vacances, mais je ne m'en souviens pas véritablement. Et puis après, je fais quelques voyages, mais je ne fais pas des voyages au Congo. Je fais des voyages au Canada, là où j'ai beaucoup de ma famille. D'accord. Et le Canada, c'est particulier parce que c'est surtout à Montréal, c'est les États-Unis en français. Exactement. Donc, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, 10 ans, je fais des allers-retours chaque été. Je fais des allers-retours au Canada chaque été. Donc, je découvre un peu le monde anglophone. J'ai des cousins qui parlent anglais. J'ai envie, parce que mes grands frères baignent dans la culture nord-américaine. Le Prince de Bel-Air. Il y avait avec la famille Huxtable, je me souviens plus avec le Cosby Show. Ah,
Voilà, le D'accord, c'est Cosby vraiment Show. tes grands frères Voilà, alors. c'est Hein? vraiment mes Moi, grands je suis frères. 89. C'est ça, c'est vraiment mes grands frères, mais je grandis dans ça. Oui. Et je grandis dans le hip-hop Mm. et la New Jack, qu'on appelle le R&B Mm. maintenant. Je grandis dans tout ça, mais je grandis en fait dans cette américanisation des Noirs et la manière dont on est. Donc nous sommes africains, nous avons notre culture africaine très forte parce que je suis un Congolais, mais en plus de ça, je suis un Luba. Le peuple Luba, c'est qui a un peuple qui a une identité très très forte. D'accord. Et mais à la fois, je grandis avec un peu l'américanisation des mœurs. C'est les débuts de MTV, c'est tout ça. Donc je grandis, j'observe. Moi, je vois Michael Jackson, tout c'est un peu que la manière dont on fait la publicité des Noirs, Tupac et autres, Biggie. Et donc, je grandis avec tout ça et je me dis, purée, moi, j'aimerais vivre aux États-Unis, où j'aimerais, parce que tout le monde en rêve, mes grands frères avant moi en rêvaient. Et je ne rêve pas de l'Afrique pour l'instant. D'accord, intéressant. Ce qui est traumatisant, je suis en France, j'habite dans le 77. Quand je sais que je suis noir, mais quand je vais à l'école, moi, à 6 ans, 7 ans, ce qu'on fait, c'est que on nous montre des images à la télé et à l'école, on nous montre des images des enfants somaliens à qui il faut envoyer du riz. Et à qui il faut envoyer du riz parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont rien, et parce qu'il faut leur envoyer du riz pour les nourrir, ces pauvres petits-enfants. Mais moi, j'ai 6 ans, 7 ans, mais moi, je vois ces enfants-là qui... En plus, je suis un peu maigre à l'époque aussi. Ces enfants-là me ressemblent. Ouais. Mais j'ai 6 ans, 7 ans, mais je ne sais pas comment expliquer ça. De l'autre côté, je vois Biggie Tupac, je vois le Prince de Bel-Air, tout ça. Mais de l'autre côté, je vis une réalité de noir en France. Et très, très rapidement, je ne l'explique pas, mais je la vis. Et je vois des gens qui me ressemblent, mais qui meurent de faim et qu'il faut assister. Tu as 6 ans, 7 ans, tu ne comprends pas ça. D'accord. Tu vois simplement des images, tu ne l'expliques pas. Tu Oui. dis simplement que, ben ouais, mais déjà de l'autre côté, t'es africain. Mais les Somaliens, en fait, c'est pas comme des Congolais. Donc, je me sens connecté avec eux, mais je ne le suis pas. Ouais. Forcément, moi, je suis Congolais, mais ils me ressemblent. D'accord. Et de l'autre côté, mais il y a les autres qui me ressemblent aussi, mais qui donnent un peu plus envie. Donc, tu grandis un petit peu avec... cette dichotomie-là, un peu. Voilà, et ces sentiments, ces ressentis mixtes, un peu bizarres, tu comprends pas. Et c'est un problème d'identité aussi. Donc, parce qu'à la fois, on dit t'es français. Et en même temps, tu comprends que, en fait, non, t'es africain. Mais aussi, t'as envie d'être afro-américain. Exactement. Donc, il y a ce souci d'identité et tu sais pas forcément où te placer. D'accord. Mais tu grandis avec ça. Mais je grandis bien. Je grandis 77 et tout ça, je grandis très, très bien. Quand tu fais tous ces voyages au Canada et que tu rentres ici, bon, je pense que plus tu grandis, parce que ces voyages-là, tu les fais aussi pendant que tu es adolescent, pas que Voilà, quand tu es enfant. c'est ça. Non, ouais, j'imagine la frustration quand tu rentres en France et que, par exemple, tu vois la mentalité qui est complètement différente. La mentalité, par exemple, qui est un peu plus négative dans le sens où on va tout questionner dans un processus, dans un projet. On va faire un questionnement 360. On va prendre du temps à analyser les détails avant de se lancer. Alors que dans des cultures un peu plus anglo-saxonnes ou avec des influences anglo-saxonnes, on va plus être dans le learn by doing. Donc, je fais et j'apprends en même temps. Du coup, ma question, c'est... Quand tu rentres en France, plus tu grandis et plus tu te dis, finalement, moi, j'ai un mindset qui colle plus aux Américains et pas aux Français. Comment tu es... Enfin, déjà, comment tu ressens les choses quand tu es en France? Est-ce que tu es plutôt dans le mood de « je vais essayer d'imposer ce mindset-là dans ma sphère d'influence » ou est-ce que non, il faut absolument que je parte, j'en peux plus? Et deux, une fois que ça c'est dit... Comment on en arrive à Business Africa, la matérialisation de Business Africa dans ta tête? Il y a plusieurs étapes. Mais il y a quelque chose, je dis que j'ai fait beaucoup de retours entre la France et le Canada. Mais à 15 ans, je vais aux États-Unis, en 2001. D'accord. 15 ans, je vais aux États-Unis
à New York précisément. Et c'est là que ça change pour moi. D'accord. Pourquoi? Parce que là, en fait, bon, il y a le Canada, c'est top. Mais quand tu vas à New York aux États-Unis, tu vois cette communauté noire et tu vois, j'avais jamais vu, après tu me dis, j'avais 15 ans, j'avais jamais vu autant de noirs en costume cravate sortir de banques, des banquiers, des avocats et autres. Je me dis, purée. Et à l'époque, je découvre aussi BET, tout ça. Je dis, purée, c'est un truc de fou. Beaucoup influencé par la musique forcément, mais au-delà de ça, je vois d'autres noirs dans le business. Bon, moi, j'ai eu comme icône vraiment que je respecte beaucoup, Puff Daddy, parce que c'est le seul mec, c'est le type qui vient, qui sort de la musique, mais qui crée aussi sa marque de vêtements, qui crée aussi autre chose. Et tu te dis, OK, il y a la possibilité d'être noir, africain. Je ne me dis pas encore africain, parce que je ne vois pas encore ce côté-là. D'accord. D'être noir et de faire autre chose que ce pour quoi on nous a programmé, entre guillemets. Et tu vois quelqu'un comme Puff Daddy qui touche un petit peu à tout aussi. Et quand tu vas, forcément, tu vas aux États-Unis, tu vois BET et tout ça, tu comprends que, OK, moi je sors de quelque part, mais il nous manque quelque chose. 16 ans et demi, bon, je ne fais pas grand-chose en France. Bon, je suis étudiant, je suis en BEP. À 16 ans et demi, mon père décide de m'envoyer en Angleterre. Parce qu'il voyait que, franchement, en France, ça allait être compliqué de toute façon. Oui. Et moi, je kiffe parce que je me dis, de toute façon, comme mon grand frère, je vais apprendre l'anglais. Donc, j'apprends en 2 ans, vraiment, j'apprends l'anglais et je passe mon bac là-bas. Alors qu'ici, j'arrivais même pas à l'avoir, même le brevet, ça aurait été chaud. Et donc, finalement, je vais là-bas, j'arrive à avoir mon bac et j'entre à l'université. Good. Super. Donc, j'arrive à rentrer à l'université et j'apprends, en fait, quand j'entre à l'université là-bas, bien sûr, j'ai fait des voyages aux États-Unis entre-temps, forcément. Mais quand j'arrive à l'université là-bas, il y a quelque chose qui s'appelle ACS, African Caribbean Society. Et tu as un African Caribbean Society dans chaque université en Angleterre. Ce sont les étudiants noirs, donc afro-caribéens, qui se réunissent. D'accord. Et ce sont des étudiants. Et regarde à quel point ça me frappe. Parce que je vois des gens de mon âge où on ne parle pas comme j'avais l'habitude de le faire en France, on parle de foot, du Paris Saint-Germain, mais à l'époque, c'était qui était là? C'était Okocha, c'était Ronaldinho et tout ça. Mais ce sont nos sujets de conversation et de rap, et de hip-hop, et des meufs et tout ça. Et ce sont nos sujets de conversation quand je suis en France. Mais quand j'arrive là-bas, je vois des gens qui ont le même âge que moi et qui connaissent mieux l'histoire de l'Afrique que moi. À la fois, ils connaissent l'histoire de l'Afrique et ils connaissent l'histoire des Noirs dans le monde. Ils connaissent l'histoire des Noirs américains et ils connaissent leur propre histoire à eux en tant que Nigériens, en tant que Jamaïcains, en tant que... Mais moi, je ne connais pas tout ça. Je ne connais pas mon histoire en tant que Congolais. D'accord. Je connais un petit peu, mais pas vraiment. Je ne connais pas l'histoire des Noirs en soi. Je kiffe les Noirs, je kiffe notre mouvement, mais je ne connais pas. Donc, j'apprends et je me dis que il me manque quelque chose. Et à la même époque, ce qui se passe, c'est qu'en France, parce que je suis toujours connecté forcément à la France, il y a l'émergence d'un Kémy Séba. D'accord. Donc, il y a l'émergence de Kémy Séba, il y a eu les émeutes, il y a eu 2005, les émeutes, il y a eu 2006, il y a eu Harry Roselmack. Et il y a le mouvement noir, donc je l'observe, je suis à Manchester, mais je l'observe aussi. Et à la fois, j'apprends aussi un petit peu de mon histoire là-bas. Et finalement, je me consolide au niveau de mon identité en tant qu'Africain. Si tu te consolides au niveau de ton identité, mais aussi sur ta place dans le monde en tant qu'individu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Donc, j'apprends pas mal de choses là-bas. Bon, après, j'ai ma licence là-bas. Je reviens en France pour faire mon master. Et en France, quand je reviens en France... parce qu'il a c'est la déprime. C'est ça. La déprime, oui. Mais comme je te disais, moi, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées. Oui. Donc, je développe, j'ai un peu d'audace et tout ça. Et je me dis que, tu sais, en fait, tu passes par certaines étapes où tu te disais, tu n'arrivais pas à faire grand-chose. En fait, finalement, tu parlais pas une langue, tu commences à la parler. Donc, en tant qu'individu, tu dis, OK, je suis déjà capable de faire quelque chose. Je suis capable. C'est particulier parce que si je reviens à la période où, quand j'étais enfant, je vois des Somaliens et autres. C'est particulier parce que
tu te dis, mais finalement, même en apprenant l'histoire de France ou autre, parce que tu es sur les bancs de l'éducation nationale, tu dis, mais finalement, nous, on a contribué à quoi? Et finalement, quelle est ma place véritable dans ce monde? Puisque finalement, je vais contribuer à quoi? Moi, ce que je voulais, c'était être... Si je voulais être soit footballeur, soit rappeur, mais surtout footballeur, parce que c'était les seuls modèles de réussite que j'avais. Et c'est pour ça que je te dis, quand je vais à New York, je te parle des banquiers, des avocats noirs et tout ça, je vois d'autres modèles de réussite. Je me dis, purée, je ne suis pas obligé de faire ça. Tu peux faire aussi autre chose et être successful. Absolument. Mais dans la tête d'un enfant de 6 ans qui voit ça et dans la tête d'un adolescent de 15 ans qui voit autre chose, ton mindset, ta manière de penser, non pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de toi-même, change aussi beaucoup. Complètement. Il y a forcément il y a le travail des parents, mais il y a le travail... Les parents ne peuvent pas remplacer ce que tu vois tous les jours. Ce que tu entends tous les jours à l'éducation, sur les bancs de l'école, ce que tu vois à la télé, ce que tu entends, c'est difficile de remplacer ça. De toute façon, et ça, malheureusement, ça t'influence beaucoup plus que tout ce qu'on va te dire. Parce qu'en gros, nous, on nous dit, oui, va à l'école, ramène de bonnes notes. Mais en réalité, c'est pas ça qui constitue déjà, ton identité, ton amour-propre et comment tu vas te développer, ce que tu vas faire à l'avenir. Exactement. Et ça, c'est marquant forcément pour moi. J'arrive aujourd'hui à en parler avec beaucoup de simplicité parce que j'ai fait une véritable introspection et je me dis, OK, comment j'en suis arrivé jusque-là pour penser à tout ce que je pense. Quand je reviens en France, je me dis en 2011, je me dis, OK, en France, il y a quelque chose, après avoir passé 8 ans en Angleterre, je me dis, en France, il y a vraiment quelque chose qui me manque avec la communauté afro. La communauté noire, on a du mal déjà à se déterminer, à s'affirmer, déterminer qui nous sommes véritablement. Il y en a qui disent que moi je suis français, moi je suis africain, moi je suis... donc, à ce niveau-là, déjà c'est très compliqué. Et je me dis, OK, il y a un manque au niveau de l'information et il y a un manque aussi au niveau de l'inspiration. Moi, parce que j'aime beaucoup les médias de base, je suis informé. Et en plus de ça, tu sais, quand tu apprends l'anglais et tu es bilingue, tu as accès à des informations en anglais qu'il n'y a pas en français. Absolument. Et forcément, la barrière de la langue nous fait défaut aussi. Parce que c'est bien beau de parler de Malcolm X, mais si aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un un discours de Malcolm X, ne pourra pas te le dire. Ouais. Pareil pour Martin Luther King. Donc finalement... tu te rends compte que tu es simplement... je te parle de Martin Luther King, de Malcolm X, je peux te parler de Kwame Nkrumah et autres. Mais finalement, tu vas simplement recevoir ce qu'on a bien envie de te dire. Et ce qui va être traduit. C'est vraiment ça. Oui, je suis d'accord. Moi, en fait, avec l'anglais, j'ai eu accès à la source directement. J'ai écouté Farrakhan, j'ai écouté Malcolm X, j'ai écouté j'ai lu Frédéric Douglass. Tu vois, il y en a... OK, là, tu as accès directement et là, on ne peut plus te mentir. Parce que tu as accès directement à ces informations. Oui, et puis tu as un mindset qui est derrière. Farrakhan, Malcolm X, c'était des gens, déjà, à l'époque, qui avaient cette audace-là. Mais cette audace aussi... et qu'on le dise clairement, qui vient du colonisateur, de l'esclavagiste. Les Français, excuse-moi, ils ne sont pas connus pour avoir un esprit entrepreneurial qui dépasse toutes les galaxies. C'est ça. Ce sont plutôt des grands penseurs, mais ils ne sont pas véritablement dans l'action. Exactement. Et donc, moi, j'ai un peu d'audace. Et je suis informé et inspiré par ces jeunes Africains et ces jeunes Afro-Caribéens à l'université parce que je vois qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que moi. Des fois, on a plusieurs débats où on est une cinquantaine, une centaine d'Afro-Caribéens du même âge que moi et qui en savent beaucoup plus sur l'Afrique que moi, qui en savent beaucoup plus sur les Noirs, qui savent argumenter comme je ne sais pas le faire. Et je me dis, purée, il me manque quelque chose. Et là, je vais à la source. Je me dis, mais ils ont accès directement au discours de Farrakhan. Ils ont accès directement au discours. Ils ont accès directement à Martin Luther King. Et tout ça, je me dis, purée, il faut que je rattrape déjà mon retard. D'accord. Donc, je vais écouter tous les discours de Farrakhan.
Et il y en a certains, Khalil Abdul Mohamed, il y en a certains même que je connais par cœur. Quand tu rentres en France, je rentre en France 2011, en 2011. Je me dis, il y a un faire. problème au niveau de l'information et je me dis qu'il y a un problème au niveau de l'inspiration aussi parce qu'on n'est pas inspiré parce qu'on n'a pas les bons modèles d'inspiration. Je me dis, OK, je parle anglais, j'ai accès à cette information auquel les Français et les francophones n'ont pas accès. J'aime les médias, je vais créer un média avec les moyens du bord parce que j'étais en alternance à l'époque. Je me dit, je vais créer un média je vais l'appeler Negro News. Okay. Parce que j'ai regardé un reportage sur Marcus Garvey qui avait son journal qui s'appelait le Negro World. Donc à ce moment-là, je me dis, OK, d'accord, je vais créer un média, un Twitter, je vais créer une page Facebook et un Twitter, et je vais l'appeler Negro News. Okay. Très rapidement, je traduis un petit peu, je fais quelques fautes d'orthographe parce que je suis pas... Aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Tout le monde en fait. Non, mais à l'époque, il faut comprendre que quand je sors de France, moi, je sors de BEP, autre, tu vois. Non, mais là, je reviens. Choqué de voir des gens qui sortent de l'ENA, qui te font des fautes. Laisse tomber. Mais on en fait toujours. Mais là, pour moi, à l'époque, je l'admets, c'était catastrophique. Mais je traduis les articles que je lis en anglais, je les traduis en français. Donc, très rapidement, j'ai 100 abonnés en 3 jours. J'ai après 1000 abonnés. C'est beaucoup, de ouf. Ouais, à l'époque, c'était super. Et après, j'arrive 10 000 abonnés. Et ça commence à prendre, Et je tiens quand même à le saluer. Christian Zelat de Nofi commence à me repérer rapidement. Il me dit, vas-y, publie sur ma page tout ce que tu veux mettre. Parce que ce que tu fais, c'est intéressant. Et donc, j'envoie. Très rapidement, j'ai 100 000 abonnés. Et Negro News devient un média qui informe la communauté noire. Et là, je me dis, en fait, très rapidement, j'ai senti que... Ça, c'est, on va dire, ta deuxième victoire. Parce que la première, c'est déjà, tu es capable d'apprendre une nouvelle langue. Ouais. Tu as voyagé, tu as plein d'idées. Deuxième victoire, ton rêve un peu qui commence à se matérialiser. Tu te dis, c'est possible. Donc, l'audace augmente. C'est ça. Tu vois, que je t'ai même pas parlé de mon bac ou de ma licence ou de mon master ou quoi que ce soit. À la limite... Voilà, tu vois, et c'est parce que j'ai l'impression, à ce moment-là, je fais quelque chose que j'ai envie de faire, j'informe, j'ai un impact, j'aime avoir de l'impact. Non pas moi en tant que personne, mais dans les solutions que je propose, dans les initiatives que je mène. Okay. J'aime avoir de l'impact, c'est important. Parce que tu peux faire quelque chose, mais finalement, ça n'a pas d'impact. Ok, tu l'as fait, tu es content pour toi, mais est-ce que tu as impacté positivement les autres? Et c'est pour ça que le slogan de Negro News, c'est informer et inspirer. Je veux informer, mais je vais informer positivement dans le but aussi d'inspirer. C'est pour ça que je prends plein de modèles, d'autres modèles de réussite qu'on ne connaît pas. Parce que j'ai aussi cette frustration-là, tu sais, de ne pas avoir su avant. Je ne sais pas si tu comprends aussi. Je pense que tout le monde... Moi aussi, j'ai ça. J'ai cette frustration de ne pas avoir su avant. Voilà tout ce que vous m'avez caché. Donc maintenant, tu veux te donner tout. Dans le but pour que tout le monde puisse avoir les mêmes connaissances que moi. Oui. Mais il faudra que tu acceptes une chose. Oui. C'est que tout le monde va passer par le chemin par lequel il doit passer. Et ça, c'est une autre frustration parce que tu te dis, mais purée, je fais tout ce travail, par exemple avec Business Africa. Les gens, ils voient pas la vision. Ils sont là, rends-moi l'argent. La logistique, c'est de la merde, les machins. Ils voient pas la vision. Ils voient pas ce que ça va donner dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est frustrant, mais ça, tu dois l'accepter. On doit l'accepter parce que chacun passe par son propre processus. C'est ça. Et un travail d'information que je fais depuis 12 ans maintenant. Et heureusement que j'ai quand même des amis que je rencontre qui m'aident. Il y en a un qui sait faire un site, il y a Xavier qui vient, qui dit je peux te faire un site. L'autre qui vient, je peux te faire des articles, je peux te corriger les fautes et tout ça. Et on est une équipe de 6-7 jeunes Renois et on se lance dans l'aventure Negro News et tout ça. Il y en a plein qui me rejoignent. Et je suis super content parce que ça avance. Et après, j'ai d'autres équipes. Je salue certains et d'autres, Sionou et autres. Et franchement, je suis super content parce que je me dis, purée, j'informe et j'inspire positivement cette population. La population que parce que c'est celle qui en a besoin. Tu peux informer, si tu veux, tu peux informer, tu informes tout le monde, mais il y a ceux pour qui c'est nécessaire.
Et moi-même, je le ressens dans ma chair, dans le sens où c'était nécessaire pour moi d'apprendre toutes ces choses. Donc, je suis persuadé que ça sera nécessaire pour eux. Donc, à ce moment-là, j'ai pas cette vision business. Il y a des gens qui viennent me voir et me dire « Ouais, mais tu peux faire de l'argent par rapport à ceci ?» Oui, pour vivre d'un média, il faut de la publicité et autres. C'est bien, je comprends. Mais dans un premier temps, moi, ma vision et mon objectif, c'est d'informer ma population, d'informer et d'inspirer. Et il y en a beaucoup qui ont été informés et inspirés de Negro News. Et je me dis que moi, ma victoire, elle est là. Ma plus grande victoire, c'est ça. J'ai pas dans un premier temps, j'ai pas cet aspect business parce que moi, je travaille encore. De l'autre côté, je suis en alternance. Après, je commence à travailler. Et après, comment on arrive? Moi, je veux vraiment comprendre parce que tu fais beaucoup de choses. Ouais. Negro News, je dis la première victoire et j'ai pas parlé de tes diplômes parce que pour moi, en fait, de tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant, ta vision, elle est un peu plus grande que les diplômes. Bien Souvent, sûr. Bien sûr. Surtout nous, les Noirs, on est des enfants, on est dans des familles. Moi, je dis souvent à mes collègues au bureau, je dis, chez nous, par exemple, c'était pas tu fais L. À l'époque, c'était L, E, S ou S. C'était tu fais S ou tu fais rien. Parce que c'était toujours l'excellence. Mais c'est pas forcément ce à quoi on aspire de manière ultime. C'est pour ça que je suis passée assez rapidement dessus. Mais pour venir donc aux médias, et parce que je pense que tu as compris, les médias, c'est une vraie puissance. Effectivement. Et donc, on a Negro News qui arrive. Tu as tes premiers 100 000 abonnés. Ça continue de grandir. Qu'est-ce qui déclenche la création dans ta tête ou cette vision-là de Business Africa? Alors, pendant des années, je fais Negro News et tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de business africains qui ont besoin de visibilité. Donc, ils passent par ils passent par Negro News pour faire la promotion de leur activité. Top, je fais ça pendant quelques années. Je lance une émission qui s'appelle L'Afrique avance avec, où je fais la promotion d'entrepreneurs via des vidéos très courtes. Je fais la promotion d'entrepreneurs. On a fait notamment Eta Magassa de Nawali et autres. Et je vois que ça décolle. Mais après, il y a le Covid. Donc, je fais ça en 2020. Mais je me dis, OK, il y a le salon des entrepreneurs en France qui existe. Je me dis, OK, c'est top ça, c'est bien. Mais moi, je fais la promotion pour pas mal d'entrepreneurs. OK, ce serait bien que tout le monde se réunisse à un endroit. Donc, je me dis, OK, pourquoi ne pas faire ne pas faire le salon des entrepreneurs africains? Je regarde toujours ce qu'il manque. En fait, je fais toujours ça. Comme j'ai fait Negro News, parce que je pensais que ça manquait dans le paysage médiatique pour les Noirs en France. Je me dis, OK, c'est bien. On veut avoir d'autres modèles de réussite et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait véritablement? Quand est-ce qu'on se célèbre? Parce qu'il y a quelque chose avec... je suis un peu fâché contre le mindset français. Dans le sens où... Et je vais être très précis dessus. Je vais aller en profondeur. La France, je pense toujours que dans chaque pays, il y a un esprit. Et l'esprit de la France, et l'esprit de la France, c'est la critique. La critique. Et, attention, hein, c'est pas quelque chose de noir. La négation. Ouais, la négation, parce que la critique négative. Ouais, c'est la critique négative, la négation. On critique beaucoup. Mais en termes d'innovation, en termes de propositions, de solutions, on n'est pas fort du tout. Et ça, je parle je parle des francophones, mais principalement en France. Oui. On copie souvent des Américains, des autres et tout ça. Mais quand il s'agit de solutions, de propositions et autres, la France, c'est pas pour rien, on va manifester. Par exemple, on va critiquer et manifester. On n'est toujours pas d'accord de quelque chose, mais pour quelque chose, on a du mal. Par contre, critiquer et être contre, on est très fort. Et les populations qui ont été colonisées par la France et les populations qui se sont intégrées en France, malheureusement, il y a des bonnes choses aussi en France, attention. On a intégré les bonnes choses et aussi les mauvaises choses. Et si tu regardes la population noire de France, on se plaint beaucoup. Oh oui. On critique beaucoup. Ceux qui sont nés et qui ont grandi, excuse-moi parce que toi, là on peut même pas dire que excuse-moi parce que toi tu es un produit
purement français, hein. Et bientôt, ils vont dire, mais la France lui a tout donné. Ouais. Mais oui, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est être dans le débat pour juste débattre. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est quelque chose qui m'agace foncièrement. Si on débat dans une logique, en fait, de trouver une solution et d'arriver à un commun accord ou à un consensus qui va pas prendre 10 ans, ça m'intéresse. Mais si c'est juste pour débattre et pour entendre sa voix ou démontrer au monde ses facultés académiques, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ça me dérange Mais force aussi. est de constater que malheureusement en France, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce sont des grands penseurs. On ne peut pas renier la pensée française. Ce sont des grands techniciens. En revanche, quand il s'agit de faire les choses, bah, ça vient forcément des États-Unis. On l'a bien vu pendant le Covid. C'est ça. Le vaccin vient des Européens. La pensée, la matérialisation, elle vient des États-Unis. C'est ça. Donc, je pense que ça illustrait très bien cet esprit de négation-là. C'est Donc, ça. le problème, tu le trouves sur le salon des entrepreneurs et tu te dis, ah, bah, il faut que je fasse le salon des entrepreneurs. Parce que on critique beaucoup, on se critique nous-mêmes beaucoup Oui, mais en on n'a rien disant, fait. voilà, en disant ouais, mais y a pas, on fait pas ceci, on fait pas cela. À chaque fois, ceux qui critiquent, bah, ne proposent pas. Ça critique, ouais, non, mais pourquoi on n'est pas assez comme ceci? Ouais, mais pourquoi seulement les footballeurs? Mais moi, ça m'énerve ce genre de choses, ce genre de, ok, d'accord. Tu as critiqué, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Okay. Moi, je me dis, à un moment donné, je prends mes responsabilités, je critique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai un média, j'ai de l'audience. Oui. Je dois prendre aussi mes responsabilités à ce niveau-là. D'accord. Donc, j'ai créé mon média, j'ai de l'audience, mais qu'est-ce que je propose d'autre que simplement de l'information? Et je n'aime pas simplement penser aux choses. C'est pour ça que je te disais au début, oui, il y a l'observation. J'observe, je fais un constat. Avec le Negro News, ça m'a permis même d'étudier la communauté noire. Ses actions, ses réactions, ses revendications. Et j'ai fait un constat, je le disais encore à quelqu'un, quand tu penses à la population noire, il faut regarder 3 choses. Il faut être observateur de 3 choses. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils prétendent vouloir et ce dont ils ont réellement besoin. Il y a une différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils prétendent vouloir. J'imagine. Et même dans ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent vouloir et leurs revendications, c'est pas forcément ce dont ils ont réellement besoin. Parce que tu peux dire que ouais, non, mais moi, je veux des Nike, par exemple, des baskets Nike. Non, en réalité, ce que tu as besoin, c'est réellement d'avoir des chaussures tout simplement pour pouvoir marcher. T'as pas besoin d'une Mercedes. T'as pas besoin d'une Mercedes. T'as besoin d'aller d'un point A à point B. Tu dis que tu veux. Tu dis que tu veux parce que c'est la seule chose que tu connais, par exemple. Oui. Mais ça, c'est vrai, je pense, dans toutes les communautés. C'est que vrai. L'être humain, de manière générale, on ne sait pas ce qu'on veut in fine. Il y en a qui font plus d'introspection. C'est vrai, mais particulièrement avec les francophones. Particulièrement avec les francophones. Ou les francophones. Les francophones, mais les Français aussi. Okay. Surtout les francophones dans le fait de même d'argumenter nos besoins. Mais il faut déjà les connaître, il faut déjà les identifier. Mais avant de les identifier, faut faire un travail de fond. Et il y a très peu de sociologues noirs qui font un travail de fond communautaire, parce que déjà, les communautés en France, on ne les reconnaît pas. Oui, bon, donc, ça, tu vois, difficile de mettre des chiffres et difficile d'analyser et d'avoir une réflexion de fond aussi. C'est pas possible. On n'a pas de data, je suis d'accord. T'as pas de data. Mais moi, déjà, avec Negro News, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que j'ai 1 million d'abonnés. Je me retrouve là avec 1 million de personnes. 1 million de personnes qui sont intéressées par l'Afrique. Je sais que la plupart, allez, à 95%, sont noirs. Donc, je mets de l'information et j'analyse aussi les réactions. Les réactions dans les commentaires. Et c'est là que les gens aussi s'expriment. C'est là où je peux te dire, OK, il y a ce qu'ils disent vouloir, il y a ce qu'ils veulent vraiment, et il y a ce dont ils ont réellement besoin. Et des fois, ce dont ils ont besoin, ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils n'arrivent même pas à l'identifier. Donc, je sais à ce moment-là, quand je propose et quand je me dis dans ma tête, il faut qu'on fasse le salon des entrepreneurs africains, je sais très bien que c'est une nécessité pour la communauté noire. C'est une nécessité pour la communauté africaine. Je le sais pertinemment.
parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été proposé en soi. Ou il y a eu quelques événements, mais très élitistes, dans des salons parisiens avec des élites, mais la masse ne se sent pas concernée parce qu'elle n'est pas touchée, et c'est très politique la plupart du temps. Eux ne se sentent pas concernés par la masse. Et alors moi, je me dis, ok, d'accord, je connais un peu quelques personnes des élites. Je connais d'autres, j'ai la masse avec moi. Oui. Je vais faire un pont entre les deux. Donc là, je contacte quelqu'un qui est devenu un ami, un frère même, il s'appelle James, qui avait déjà fait un événement pour les entrepreneurs chrétiens et tout ça. Et je lui dis, écoute, j'ai envie de lancer le salon des entrepreneurs africains, mais je n'ai pas des fonds énormes. Comment on fait? Voilà, on s'assoit, on discute, on voit, et puis voilà. Et c'est là que ça doit se faire en 2020, mais il y a le Covid. Ouais. Donc, c'est repoussé à 2021. Et c'est là, en fait, c'est toute la réflexion qui fait qu'on arrive à Business Africa. Super. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai été au premier salon de Business Africa. Je te l'ai dit hors caméra, je te le redis maintenant. Pour moi, cette vision, on ne te l'enlèvera jamais. Tu as été le premier à le faire. Et c'est quelque chose qu'on doit respecter, tout simplement. Je dis face caméra parce qu'il faut respecter ce qui est. Et moi, je respecterai toujours ça. Tu as dit une chose qui était importante. Le salon tel qu'on le connaît, grand public, afro, c'est toi qui l'as mis en place. Parce que moi, j'étais dans ce qu'ils appellent... C'est pas vraiment des salons, c'est des conférences élitistes. J'ai participé à des conférences de l'INSEAD, qui est une hyper grosse école de commerce, où tu n'as en fait que les élites noires, tu n'as pas la masse. Et c'était, je pense, important pour toi de l'ouvrir à tout le monde. Et pour moi, qui vois un peu la vision que tu as, même si je suis pas dans ta tête, je ne peux que saluer ça, parce que tu as déjà offert la possibilité aux gens, à certaines personnes, de sortir chez eux et d'aller voir ce qu'ils n'avaient jamais vu. Des noirs entrepreneurs, des noirs avocats, des noirs élites, des noirs cadres dirigeants, cadres exécutifs. Et ça, moi, je l'applaudirais toujours. Sur le premier salon, il y a eu des couacs logistiques. Je pense que personne ne peut se targuer qu'il a eu un parcours parfait dans sa vie. Donc, une fois que ça c'est dit, il y avait 2 questions que moi, je voulais te poser sur le premier événement. Première question, c'est... Comment tu t'es senti quand les gens ont commencé à dire dans les commentaires « Régis, rends-nous l'argent, tu as volé notre argent, c'était nul, il y avait pas, tu nous as promis qu'il y aurait X, Y, tu n'as pas tenu tes promesses ». Quand tu reçois cette vague d'énergie négative, comment tu te sens à ce moment-là quand tu lis les commentaires? Je lis, et le soir même, je crois que le soir même, je suis invité dans une discussion. Comment ça s'appelait à l'époque, le premier truc de discussion qu'ils avaient lancé, c'était Room, je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Clubhouse. Oh, ils ont fait un Clubhouse et tout ça. On met dans la sauce, Business Africa, c'est là pour... C'est particulier parce que il y a ceux qui étaient à l'intérieur, toi tu étais à l'intérieur, qui auraient pu rentrer, et ceux qui étaient à l'extérieur et qui n'ont pas pu rentrer. L'expérience forcément est différente. Ceux qui étaient à l'intérieur filment et disent « Ouais, c'est trop bien, il y a Samuel Eto'o, il y a la ministre Elisabeth Moreno, il y a Harry Roselmack, il y a Claudicia Rayad, c'est trop bien à l'intérieur. Ouais. » À l'extérieur, les gens ne peuvent pas rentrer. Forcément, en plus de ça, ça frustre. Parce que de savoir que c'est bien à l'intérieur et que nous, on a payé notre place et on ne peut pas rentrer. C'est normal. Il y a des choses en interne que je garderai pour moi, parce que c'est bien d'être visionnaire, c'est bien d'être le patron d'un projet. Et c'est aussi important de prendre toutes ses responsabilités, même quand des fois, ce n'est pas de ta faute. J'assume tout simplement, je vais devant le public, je m'excuse, comme je l'ai fait. Je vais dans un live le samedi soir même, parce que le dimanche s'est bien passé, mais le samedi, là où il y avait tout le monde, c'était pas possible. Donc j'y vais, je m'excuse, je tente d'expliquer certaines choses que je pouvais comprendre et d'autres choses que je ne pouvais pas comprendre aussi à l'époque. Je comprends l'engouement. Je comprends aussi la déception de personnes qui n'ont pas pu entrer. Je me dis que je savais qu'on pouvait faire quelque chose de gros. Je ne savais pas que ça allait être aussi balèze, honnêtement.
faut savoir que dans l'événementiel, surtout avec le noir, je le dis non parce que maintenant j'ai une certaine expérience. J'ai une certaine expérience maintenant, je peux le dire. Et c'est ma communauté, je l'aime, mais je peux le dire aussi. Il y en a qui vont prendre leur billet deux jours avant. C'est quand tu sais que c'est là que tu vas commencer à te préparer. Ah oui, non, mais donc. Moi-même, je fais ça. C'est ça. Donc, ce qui fait que je crois qu'on a eu 1500 à 2000 billets pris sur les dernières 72 heures. Surtout qu'on a mis en plus, nous on fait ça pour la communauté, on met des billets à 10 € et à 16 €. Et il y a Harry Roselmack, il y a Samuel Eto'o, il y a la ministre et tout ça. Moi aussi, trop généreux, je mets ça à des prix là. Mais tout le monde vient, en plus il y a des influenceurs et tout ça, tout le monde veut. Mais de toi, moi, tu n'avais pas une petite logique de rentabilité quand même? J'en ai toujours, mais pas à ce point-là. En fait, je me dis pas, déjà si tu veux faire de l'argent, tu mets pas des billets à 10 €. Bah, ça dépend, c'est quoi ton angle d'attaque, hein? Oui, mais pas de cette manière, pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Mais déjà, sur les 72 dernières heures, tu as un pic comme ça, tu te dis purée. Mais je suppose qu'avec, non seulement avec ton expérience d'événementiel, mais avec les gens qui étaient autour de toi, c'est un risque que vous aviez déjà identifié, que potentiellement... C'est pour ça qu'il y a des choses que... Tu vois? Ouais, il y a des choses que c'est pour ça que je dis, ma question ultime, c'est, est-ce que ce risque-là, et je vais finir par ça, est-ce que ce risque-là, déjà, bon, vous l'avez identifié, ça, c'est sûr, est-ce que c'était pas un risque déjà accepté, et où je suis d'accord avec ce que tu as fait, c'est d'avoir l'humilité de dire, je suis désolé. Et que je pensais pas que ça allait être aussi gros, tu vois? Alors, oui et non. On a eu une discussion avec mes anciens associés. Moi, je connais la force de frappe, surtout parce qu'on passait par le média NN. Je connais la force de frappe. Et c'est moi qui m'occupais de la communication, de base. En plus d'autres choses que je gérais, mais moi, mon force, c'était la com. Il y a des choses que j'avais dit, prévenues et autres. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'aurais souhaité, j'aurais voulu et autres. C'est pas grave, tu vois. Comme je dis, bon, là, aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant, je peux en parler. Mais à ce moment-là, c'est pas je ne dois pas pointer qui que ce soit du doigt. Les responsables savent. Les personnes à l'intérieur savent. Mais moi, qui est le visionnaire, qui est le patron, je prends mes responsabilités. Je vais m'excuser dans le clubhouse, dans les discussions. Je vais m'excuser auprès du public. Je prends tout ça. Après, forcément, j'opère à des changements pour la 2e édition, c'est normal. Mais j'assume toute la responsabilité de la chose. D'accord. J'avais une deuxième et dernière question. Après, on passe à la... Dis-moi. Dis-moi. Aujourd'hui, Régis est dans la sauce. Non, je rigole. Non, aujourd'hui, je suis plus dans la sauce, ça va. Donc, il y a une entrepreneur que je connais, j'utilise ses produits qui sont des produits très corrects. C'est Fit Body Curve. C'est donc une Congolaise. Et c'est une Congolaise qui a fait une vidéo, pas pour t'incendier, mais elle s'interrogeait après la première session de Business Africa. Je pense que tu avais, toi, émis un commentaire où tu avais dit quelque chose autour du fait que tu étais peiné de n'avoir pas eu autant d'entrepreneurs congolais que tu aurais voulu. Et moi, je comprends parce que si pour toi, c'était 100%, ça allait être encore plus fier, la fierté congolaise de Kid, mais la réalité, c'est que c'est pas le cas et que ça n'a pas été le cas. Et ce qu'elle a mis en avant, c'est déjà, est-ce que tu as cherché la question qu'elle se posait, c'est est-ce que tu as cherché tous les entrepreneurs congolais? Parce qu'elle disait, ce que ça peut sous-entendre, c'est qu'il n'y a pas autant de Congolais que ça dans l'entrepreneuriat, ce qui pour elle est faux. Donc moi, la question que je te pose, c'est, je comprends le propos, mais elle, quand elle vient te dire, est-ce que tu as vraiment cherché, est-ce que c'est un travail que tu as fait? Parce que faire un salon comme ça, c'est énorme. Je suppose que honnêtement, tu n'as pas trop le temps d'aller chercher jusqu'au petit entrepreneur. Mais tu as tout dit. Quand j'ai fait ce commentaire-là, c'est bien, je me suis jamais véritablement exprimé par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de critiques et je les assume, j'assume tout. J'ai dit qu'il n'y avait pas assez d'entrepreneurs congolais au Salon Business Africa. Tu as résumé un petit peu la chose.
Je ne suis parti chercher personne. Je ne suis pas parti chercher les Maliens. Je ne suis pas parti chercher les Sénégalais. Je ne suis pas parti chercher les entrepreneurs ivoiriens ou camerounais. Ils étaient présents. Il y a certaines choses que je veux pas, j'aime pas dénigrer ma communauté. Il y a certaines choses qu'il faut savoir dire en interne, et je le dis aussi avec le Congolais. Faut accepter aussi Business Africa, c'est un événement panafricain où tout le monde doit s'inviter. Tous les Africains conscients eux-mêmes doivent s'inviter là-bas. C'est pas un mariage où tu dois attendre une invitation. On est tellement habitué à ce type de fête. Et au mariage, on attend, bon, invitez-moi. Non, mais vous imaginez, il y a 6 millions de Noirs en France. Je dois chercher chaque Congolais pour commencer à les inviter. Par contre, ce que ce commentaire a permis, les Congolais, pendant presque une semaine après ce commentaire, après m'avoir critiqué, sont partis chercher tous les entrepreneurs de la communauté congolaise. Et tel commençait à dire « Ouais, mais moi, j'ai une tante qui est entrepreneur. Et moi, j'ai mon cousin qui est entrepreneur. » Et au moins, pendant une semaine, on a arrêté de parler de Fali ou de politique et on cherchait les entrepreneurs congolais. Au moins, ça aura au moins permis ça. Et là, visiblement, on a vu qu'on avait beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on le pensait, mais qui n'étaient pas assez présents, qu'on ne mettait pas assez en avant. Donc oui, j'ai émis une critique, mais au moins ça aura, je sais pourquoi je l'ai fait de cette manière-là, mais au moins ça aura permis aux Congolais de chercher quels entrepreneurs ils avaient autour d'eux et aussi de les mettre en lumière. Bizarrement, avant, ils ne le faisaient pas. Là, quand j'ai commencé, avec ce commentaire-là, ils ont commencé à le faire et c'est une victoire pour moi. Parfait. Donc, on avance parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Directement sur peut-être la session 3 que tu es en train de préparer. Okay. Et je te l'ai dit au téléphone, j'ai regardé le programme et je t'ai dit qu'il y a vraiment la présence, peut-être que je peux le dire, parce que maintenant, c'est affiché sur le site internet depuis d'ailleurs à un moment. Ouais. Il y aura la présence du docteur Johnson, Oumar Johnson, ouais. Pour ceux qui le connaissent. Tu n'as pas peur qu'on te cancel avec lui parce qu'il a des propos un peu tenaces. Lui, il rigole pas. En tout cas, pour moi, en termes de propos, il est pire que Kémy Séba. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est une personne 100% francophone va te dire qu'il est 3 fois plus dur que Kémy Séba. Mais dans le fond, quand tu comprends, quand tu écoutes dans le fond, tu comprends sa perspective. Mais même en France, il y a des fois, ces discours peuvent être perçus comme borderline. Ouais, donc, toi qui es en pleine ascension, tu n'as pas peur que ça te mette des bâtons dans les roues? Non. Le but a toujours été, depuis Neuronews, le but a toujours été d'informer et d'inspirer. Quand j'écoute le docteur Oumar Johnson, je suis informé et je suis inspiré. Maintenant, on est dans un cadre particulier. C'est pas le cadre politique ou autre, c'est pas le cadre racial, c'est le cadre de Business Africa. Il faut parler de business et il sait en parler, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il sait parler de business, il sait parler d'activité professionnelle. C'est un psychologue et il a de la matière. Et je pense que ce type de personne peut nous apporter à nous aussi, Africains de France et Africains francophones. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, tu me diras, j'essaye toujours d'upgrade. Business Africa, cette année, il y aura aussi des imams et des pasteurs. J'ai été aussi un petit peu chahuté et critiqué aussi par rapport à ça. Mais je prends des risques. C'est pas des risques. J'ai un peu dedans. Quand même, dans un pays, là, tu prends vraiment des risques. Et c'est bien parce que c'est quelque part qui tout double, en fait. Et pour moi, à la fin de la journée, on est dans un pays qui dit qu'on est capable de s'exprimer, de revendiquer des idées. Ces personnes-là, si je pense par exemple à Dr Oumar Johnson, certes, il peut avoir un discours qui peut choquer quand on n'est pas prêt à comprendre vraiment ce qu'il veut dire. Mais à la fin de la journée, ce mec-là, il a pas fait de prison, il a pas fait, tu vois, il est docteur en psychologie, donc c'est pas juste la psychologie de café. Donc, oui, tu prends des risques énormes, mais je pense que là, ce qui va rester dans le cœur, c'est vraiment ceux qui te soutiennent et qui resteront, peu importe, en fait, la suite. Oui et non. J'arrive quand même, je me dis, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Pareil avec Kémy, je l'ai très souvent au téléphone. Mais il y a des choses que
sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord. Je suis un chrétien, j'invite aussi des musulmans à venir. Le but, c'est pas d'être d'accord forcément avec tout le monde ou de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques. Non, je pense que la population africaine a besoin d'entendre certaines choses pour se développer mentalement, psychologiquement, économiquement. Parce que oui, c'est bien de se développer économiquement, mais si le mindset n'est pas là, c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaie d'emmener à travers Business Africa. C'est pour ça que la vision est importante. Et où est-ce que j'emmène cette population? Qu'est-ce que je leur donne? Et c'est là où je me dis, OK, d'accord. Telle personne peut nous être bénéfique à travers ses discours, à travers, si on le met dans un cadre bien défini. D'autres, c'est pas le seul invité. Hein. Il y a lui, il y en a aussi d'autres. Je les ai pas tous mis sur le site parce qu'on va recommencer la communication intense. Et je pense qu'il fait partie des voix à entendre. Que les Africains, il faudrait que les Africains écoutent ce type de personnes parce qu'il peut nous éclairer sur pas mal de choses. L'année dernière, Stanislas Zézé était là. Et d'autres, Alain Foka. On a besoin d'entendre ces personnes-là. Et il y en a qui seront encore là cette année. J'essaye de concocter un programme de sorte à ce que tu te dises, OK, je suis venu à Business Africa, j'ai jamais vu un événement comme ça. Et j'ai envie de retourner parce que j'ai été informé, j'ai été inspiré, j'ai pris des contacts et j'ai réussi à me développer, non pas seulement mentalement, psychologiquement, économiquement, par rapport à tout ce que j'apprends sur un week-end. C'est l'objectif de Business Africa. À quoi on doit s'attendre pour cette session 2023? La nouveauté. J'aime pas, je l'ai dit la dernière fois, si c'est pour voir les mêmes personnes, écouter les mêmes choses, mettre les mêmes costumes, manger les mêmes alocos, avoir les mêmes discussions, on n'a pas évolué. C'est pour ça qu'il y a Business Africa 2022 qui était une réussite à tous les niveaux. Et Business Africa 2023 qui doit être aussi une réussite, mais ça ne doit pas être la copie de Business Africa 2022. Ceux qui sont venus à Business Africa 2022, quand ils viennent à Business Africa 2023, ils doivent se dire, purée, c'était différent, on est encore monté d'un niveau. Cran, ouais. Business Africa pour la communauté anglophone. Ouais. C'est quand ça arrive très vite. On a, bon là tu me fais dire un scoop. On a Business Africa au Nigeria en novembre. Donc, c'est une opportunité qui m'a été donnée. Business Africa, c'est vraiment plein d'opportunités qui viennent à nous. Donc, on aura Business Africa en novembre. Et ça me permet justement d'être le pont entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone aussi. On a eu Business Africa au Sénégal en mars, d'ailleurs. Donc, ça me permet de répondre aussi à ceux qui disaient « Oui, non, mais vous faites Business Africa, mais c'est seulement en France. » Non, on le fait aussi en Afrique. Ouais. Voilà. Est-ce que le fait, justement, pour terminer sur ça, et on va passer au jeu, est-ce que le fait d'avoir commencé en France, quand même, c'était important pour toi? C'est là où je suis né, c'est de là d'où je viens. Et il faut savoir que la France, c'est le pays qui comprend la plus grande population africaine d'Europe. Et ça, on le dit pas assez. Même si elle est plutôt minime en termes de pourcentage, parce que de ce que j'ai compris, en métropole, donc l'Hexagone et donc les territoires d'outre-mer, on ne compte pas 10% Attention, de la population. Quand on parle de la population africaine, vous parlez des Noirs et des Arabes. D'accord. Ah oui, et donc il y a à peu près 6 millions, il y a à peu près 6 millions de Noirs, 8 à 9 millions d'Arabes dans ce pays. Là, ça représente, on est presque autour de 20%. Bah non. 15-20%. J'ai même dit ça, parce que si tu prends 68%, ça nous ferait 6,8 millions. En 10%. Parce que là, on a 68 millions de Français, c'est les chiffres officiels. Okay. Si tu prends les 10%, ça te fait 6. 10% de Noirs? Non, 10% de la population française, ça compterait 6 millions. Ça voudrait dire que les Noirs. Mais si tu prends les Arabes, avec les Noirs, quand je dis les Arabes, les Maghrébins, qui représentent 8-9 millions de personnes. D'accord. Tu vois que là, c'est conséquent. Plus gros. Ah oui, là, on est sur 18-20%. Je suis d'accord. Ok. Et ça c'est des chiffres qu'on trouve où? Il y a les chiffres, il y a l'AFD et il y en a d'autres aussi, certains chiffres. Maintenant, ils ne donneront jamais les chiffres.
Je sais pourquoi, mais ils donneront jamais ces chiffres-là. Ils savent aussi pourquoi. D'accord, ok. Donc c'est voilà, bien. voilà. Bon, on est arrivé à la fin, presque à la fin. Je te propose un jeu. C'est le jeu en face de toi. Je suppose que tu connais en face de toi. Je connais un peu. Donc, je ne vais pas te le présenter. Okay. Je te laisse choisir la carte que tu souhaites. La bleue ou la rouge? Écoute, hein, up to you. Toi, tu vas me prendre les risques. Tu es un visionnaire, donc ne me déçois pas. Okay. Mais tu m'as déçu, là. Le rouge, attends. J'ai ma couleur préférée, le bleu. Doit-on rester en contact avec nos ex? Ouais, là, vous voulez commencer à me... non, si on n'a rien à se dire. Après, ouais, non. Donc, ça veut dire oui si on a quelque chose à dire? Non, mais honnêtement. Doit-on rester en contact avec nos ex? Non. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Après, c'est quoi ex? Ça dépend aussi. Des gens qui se sont vus nus. Ah, vous allez vous parler de quoi encore? Bon, on va partir du principe où c'était une relation longue, une relation stable dans laquelle tu étais engagé. Non, parce qu'après, ça dépend de la maturité des gens. Tu peux dire, bon, après, on a vécu, c'était bien, c'est fini maintenant. Moi, je suis dans ma nouvelle relation, c'est bien. En tout cas, je te souhaite toujours du bien. Si je peux t'apporter, peu importe la chose, peut t'apporter quelque chose, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de problème, hein. Je peux le faire, mais on ne va pas dévier. En tout cas, après, est-ce que tout le monde a cette maturité-là? Je ne sais pas. Mais si la personne travaille avec toi, ou est dans le même milieu que toi? C'est compliqué, ça. Ouais. C'est compliqué. Est-ce qu'on doit être en contact? Ben non. Mais après, si tu travailles avec la personne, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu sortir avec des gens qui étaient dans le même milieu que moi. Je déteste ça. Ouais. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui, mais après, moi, je dirais, pour répondre vraiment à la question, je dirais faut vraiment limiter les interactions et les contacts. Je dirais vraiment ça. Limiter, donc si on a la possibilité de ne plus se voir, de ne plus se parler, bah, tant mieux. Ne dit-on pas après l'amour, c'est pas la guerre, Régis? Moi, je pense que non, il n'y a pas de... Pourquoi la guerre? C'est de l'énergie, la guerre. Hein. C'est beaucoup d'énergie. Non, on n'a pas de temps pour cette énergie-là. Je me prête à l'exercice. Vas-y. Ah, là, tu as pris au bleu aussi. Il fallait prendre rouge. Ah, bon, écoute, j'ai suivi. Hein. Okay. Une maladie grave peut-elle faire fuir son ou sa future partenaire? Bon, on va prendre une maladie grave, hein, le VIH ou le cancer. Ou plutôt même le cancer en stade terminal, hein, parce que là, de toute façon, c'est sûr que... C'est quoi la question? Une maladie grave peut-elle faire fuir son ou sa future partenaire? Moi, je pense que si tu prends une maladie grave, comme le cancer au stade 4, où là, c'est sûr que, mon cher, c'est seulement un miracle. Sinon, tu es en train de passer tes dernières heures. Oui, moi, je ne veux pas être avec toi. Parce que concrètement, tu vas mourir, en fait. C'est pas la blague. Techniquement, tu ne seras plus avec la personne vu qu'elle va mourir. Oui. Donc, pourquoi se séparer d'une personne avec qui tu ne seras plus de toute façon? On peut-elle faire fuir? Donc, moi, je comprends que normalement, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes ensemble. Ça peut être les deux. Peut-elle faire fuir? En fait, c'est pour ça que, bon, c'est quel type de relation? Si on parle d'un mari ou d'une femme, ah bah oui, là, c'est pas pareil. Ouais. Moi, je considère que ces relations-là en tant que véritable relation. Si on est déjà à nos âges, si on n'est pas marié, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça, c'est une question, mais c'est la mienne. Hein. Chacun. Non, mais je suis d'accord. À un certain moment, il faut s'engager. À un certain moment, donc voilà, s'il n'y a pas d'engagement, qu'est-ce que c'est? Et à partir du moment où il y a un engagement, bah forcément, il y a aussi une responsabilité et autres. Et on ne peut pas fuir de sa responsabilité. C'est compliqué. Est-ce que dans tout ça, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants? C'est pour ça que je parle d'engagement, dans le sens où... C'est vrai que c'est une question qui est assez... Ne m'en voulez pas. Peut-être un petit point d'amélioration. Précisez un peu plus les questions, hein, parce que là, c'est trop... ça part dans tous les sens, pour nous, en tout cas, ceux qui répondons. Donc, je ne sais pas. Du coup, je vais prendre une dernière carte, si tu veux aussi. Aucun problème. N'hésite pas. Alors... Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en couple? J'ai déjà répondu à cette question sur deux épisodes. Bonne question. Justement, à Business Africa, il y a
Il y a un panel qui s'appelle Business en couple et en famille. D'accord. Il y en a qui ont réussi à travailler ensemble. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Il y en a d'autres qui cherchent à réussir à travailler ensemble, en famille et en couple. Je ne sais pas moi-même. Quand je mets ce panel-là, je me dis que j'ai envie d'être informé et éventuellement avoir quelques connaissances à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que c'est que de travailler en couple. Oui, mais pour et les toi, avantages ou les inconvénients, ouais, mais ce serait très... je parlerais sans expérience à ce niveau-là. J'aime bien parler avec expérience. Là, je parlerais sans expérience parce que je ne m'y connais pas. Je n'ai jamais travaillé avec mais est-ce que ma c'est femme. quelque chose qui t'intéresserait, par exemple? Parce que de travailler ensemble? Ouais, ce serait top. D'accord. Ce serait top. Maintenant, c'est une histoire de compatibilité professionnelle. Et il faut que celle-ci ne déteigne pas sur votre compatibilité sentimentale et autres. Et c'est particulier. Des fois, il vaut mieux séparer les choses plutôt que de les mettre ensemble là où des fois elles ne devraient pas être. À voir. Mais, je suis d'accord. Le mot de la fin, si tu en as un. Business Africa 2023, le 28 et le 29 octobre. Ce sera à l'espace Jean Monnet, Paris Sud. Venez nombreux. En tout cas, si vous êtes des Africains conscients et vous souhaitez être informés et inspirés, c'est là où il faudra être. Parfait. J'ai un cadeau pour toi. Ouh. Bon, je t'ai dit ici, je reçois les gens pour qui j'ai une certaine admiration. Okay. On passe un bon moment. Donc, c'est aussi bien de conclure par un cadeau. J'aime beaucoup les cadeaux. Je ne peux rien t'offrir, mais c'est un petit truc sympa. Ah, tu m'as déjà offert beaucoup. Tu m'as offert ton temps. C'est précieux. Bah écoute, j'allais te dire merci d'avoir pris le temps de venir. Donc tu m'arraches les mots de la bouche. Mais tiens, voilà, c'est un cadeau. Je te laisse ouvrir. Tu me diras. Et je te dirai pourquoi j'ai choisi ce cadeau. Ok. Je vais pas faire trop de dégâts. Bah tourne, tu peux voir. J'ai déjà vu ça en emoji. Ça représente trois singes. Il y en a un qui se bouche les oreilles, un autre qui se couvre les yeux et un autre qui couvre la bouche. Oui. Ça veut dire quoi? J'ai choisi ce cadeau pour toi parce que, comme je l'ai dit, je pense que tu es un visionnaire et je souhaite pour toi, et je te le souhaiterai toujours, que tu ne te laisses pas déconcentrer. Et donc, pour pas être déconcentré, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche, garde la vision en tête et avance sur ta vision. C'est ce que je te souhaite. Je te remercie, mais tu sais pas à quel point ça me touche et tu sais pas à quel point je cherche à le faire parce que c'est vraiment, pour arriver à ces objectifs, c'est vraiment ce qu'on se doit de faire. J'ajoute à ça toujours la prière. Absolument. Mais ça demande, pour faire ça demande beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Parce qu'on entend des choses, comme le premier là, et on doit fermer ses oreilles. On voit des choses et on doit des fois faire semblant de ne rien voir. Choisir de ne rien voir. Et bon, je ne fais pas beaucoup d'interviews. Et même si des fois on a envie de s'exprimer, il est des fois plus sage de se taire. Donc, et je me bats un petit peu avec ça tous les jours. Donc, je te remercie pour ça et c'est très significatif pour moi. Bah écoute, je suis contente que ça te fasse plaisir. Au moins, t'es pas venu pour rien. Et j'espère que la prochaine fois que tu ne viendras pas non plus pour rien. Non, je ne viendrai pas pour rien. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé l'épisode. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Peace out.